question en demandant qu'est-ce qu'est l'acide éthanoïque. Il fait partie de notre quotidien, c'est un produit usuel et j'ai pas eu la réponse, donc Noan, l'alcool, non. Acide éthanoïque, personne ne sait de qui on parle? OK, parfait. Il s'agit du vinaigre, bien sûr. Alors donc, on vous donne des documents, on vous montre le dispositif expérimental que vous auriez utilisé si vous avez fait le TP. On vous donne tout un tas de données concernant les différents produits que l'on utilise aujourd'hui dans ce TP. On vous rappelle comment on fait une CCM, donc dans une cuve à chromatographie qui contient un éluant. On va plonger une plaque qu'on appelle une phase fixe sur laquelle on vient faire une ligne de dépôt. Rappelez-vous que pour que cela fonctionne, il faut que la ligne de dépôt soit au-dessus de la surface de l'éluant, sinon les dépôts que vous allez faire ici, quand vous allez le plonger dans l'éluant, vont se noyer et en aucun cas, ils ne migreraient. D'accord? Donc pensez bien à ça. Une chromatographie, hein, la contrainte à satisfaire, c'est que la ligne de dépôt soit bien au-dessus de l'éluant. Ainsi, l'éluant, lorsqu'il va migrer par capillarité sur la phase fixe, va entraîner les espèces que vous avez déposées sur la ligne de dépôt et avec une vitesse qui leur est propre, puisque chacun des réactifs que vous aurez posés on aura une solubilité différente dans l'éluant. Donc certains vont migrer très haut, d'autres moins haut. Et ça va permettre donc de séparer les espèces. D'accord? Donc pour faire les dépôts, on utilise soit un capillaire, c'est un tube très fin qui contient donc un minimum de liquide, soit on utilise, et c'est ce que nous faisons souvent au lycée, on utilise un cure-dent, d'accord? Une pique en bois, un cure-dent. Et donc on trempe et la petite goutte qui a immergé le cure-dent suffit pour faire un petit dépôt sur la ligne de dépôt. Alors cette plaque, donc on la met, on dit à éluer. Lors de l'élution, il y a donc migration des espèces et quand l'éluant a atteint une certaine hauteur, on sort la plaque, on la sèche en général, soit avec un sèche-cheveux, soit en la remuant à l'air libre et ensuite, lorsque nous avons des espèces incolores, il est nécessaire de la révéler. On dit qu'il y a révélation. On fait une révélation de plusieurs manières. Par exemple, ici, on aurait utilisé une lampe à ultraviolet, c'est-à-dire on ne voit rien et quand on passe sous la lampe, on voit les fameuses espèces chimiques, c'est-à-dire elles apparaissent sous forme de taches. Donc voilà pour le petit rappel de la chromato. Alors on y va sur le travail à effectuer. On vous demande de préparer 2 plaques pour chromatographie où 4 dépôts sur chacune seront réalisés. Donc, je prends ma plaque, je fais ma ligne de dépôt. Rappelez-vous qu'on la fait toujours au crayon à papier parce que si vous la mettez à l'encre, eh ben, l'encre va aussi être emportée par l'éluant, tout va se mélanger. Donc, une ligne de dépôt au crayon à papier. On fait les 4 croix toujours au crayon à papier. On me demande d'en faire 2, donc j'en fais 2. Ensuite, on me rappelle qu'il va falloir penser à laisser 1 centimètre ici de part et d'autre, parce que sinon, votre espèce, lorsqu'elle va migrer, elle va être perturbée par le bord de la plaque. Donc on laisse toujours 1 centimètre de distance entre le premier dépôt et le bord de la plaque et ensuite on répartit la place qui reste entre les différents. On vous demande à l'aide d'un capillaire de déposer une goutte de la solution R. R et l'alcool benzylique, c'est un réactif. Donc, je mets l'alcool benzylique ici. On me demande de préparer un T1, un T2, un T3, un T4, un T5. Ici, à nouveau, je mets une goutte d'alcool benzylique et ici, je mets l'éthanoate de benzyle du commerce, d'accord, pour comparer ce que je vais récupérer expérimentalement avec ce que j'attends, d'accord? Donc, les T1, T2, T3 correspondront à des durées différentes et je ferai des dépôts ici du mélange réactionnel à différents instants. Je continue. Une fois que j'ai préparé mes plaques, je vais préparer mon mélange réactionnel. Vous auriez été en TP, vous auriez pris un ballon bicole pour la première fois de votre vie. Dans ce ballon bicole que l'on met ici sur un un valet, ça s'appelle ça permet de porter le ballon et ça permet donc du coup de le positionner le temps d'y mettre les réactifs. Et bien dans ce ballon bicole, on aurait mis le mélange réactionnel qui est constitué de 15 ml d'anhydride éthanoïque, 12 ml d'alcool benzylique et on rajoute, on vous dit, on rajoute 4 à 5 grains de pierre ponce.
placer le ballon dans le chauffe-ballon, mettre le réfrigérant, mettre en route la circulation d'eau, mettre le chauffage en route également et réduire le chauffage de moitié lorsque l'ébullition démarre et on continue l'ébullition pendant 30 minutes. Donc voici le schéma du montage. On a compris, donc le ballon ici dans le chauffe-ballon, surmonté d'un réfrigérant, on fait circuler l'eau, vous regardez que l'eau rentre par le bas. Tiens d'ailleurs, pourquoi est-ce que l'eau rentre par le bas? Est-ce que quelqu'un veut bien répondre? Pensez-y ça, imaginez que vous ayez un ECE, hein, vous ayez un montage comme ceci à réaliser, donc c'est pas dit que les connexions soient faites avec le robinet, donc il faudrait peut-être le faire et dans ce cas-là, il faudrait penser que l'eau rentre par le bas du réfrigérant. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Pour que l'eau reste longtemps dans le réfrigérant, alors c'est pas faux, mais c'est parce que j'attends mieux pour éviter les bulles, je comprends pas. Parce que ça refroidit plus, Émilie me dit. Ouais, et Anthony rajoute pour que le refroidissement par eau se fasse correctement. Pour que l'eau froide soit en bas, ça y est, on y arrive. Ok, tout ça, effectivement, les vapeurs chaudes, elles arrivent par le bas du réfrigérant, donc c'est surtout là qu'il faut les refroidir. Donc c'est ici qu'on met effectivement l'eau froide. Vous avez raison. Allez, donc on enchaîne. On vous raconte que pour suivre la formation de l'éthanoate de benzine, on se rappelle, c'est notre ester qui a l'odeur du jasmin. On réalise à l'aide d'un capillaire 5 prélèvements aux dates T1 égale 4 minutes, 8 minutes, 12 minutes. Et ensuite, on mettra sur la seconde plaque à 16 et 20 minutes. Autrement dit, une fois que vous démarrez le chauffage, d'accord, vous lancez le chronomètre. Au bout de 4 minutes, et c'est pour ça que vous avez un ballon bicole, vous allez ouvrir ici et donc prélever une goutte seulement, une goutte du mélange réactionnel. Cette goutte, vous allez venir la mettre ici sur la plaque à chromatographie qu'on a préparée à T1. D'accord? À T2, c'est-à-dire à 8 minutes, vous viendrez redéposer une goutte du mélange réactionnel. À 12 minutes, une autre goutte. Une fois que cette plaque est prête, je la mets à éluer, donc dans la cuve à chromatographie, et je lance la chromatographie. Je continue ici, donc j'avais dit 4, 8, 12, donc à 16 et à 20, je remets une goutte ici du mélange réactionnel, je mets à éluer, je lance la chromatographie. Donc voilà l'expérience que vous êtes en train de faire. Je reviens ici, on a parlé des prélèvements, etc., etc. Au bout de 30 minutes, on vous dit, j'éteins le chauffage, je laisse refroidir le mélange réactionnel et ensuite, il va falloir traiter le milieu réactionnel pour calculer le rendement. Donc ça, j'y reviendrai après. On enchaîne sur les questions. Alors, on y va sur la première question. On vous demande d'entourer et de nommer les groupes caractéristiques présents dans les molécules d'alcool benzylique et d'éthanoate de benzyle. Allez, donc je ne l'ai pas fait. Le but est que vous participiez aussi, que je ne sois pas toute seule. Alors, pour OH, effectivement, pour l'alcool benzylique, on a le groupe, alors j'ai fait attention, qu'est-ce que tu m'as mis, Chloé? Le groupe hydroxyle, très juste, d'accord? Donc ici, vous reconnaissez le groupe hydroxyle. Et pour l'éthanoate de benzyle, je l'ai dit déjà plusieurs fois, vous avez le groupe ester. Donc faites bien attention, il y a marqué entourer et nommer les groupes. Donc on vous parle pas des familles. Alors effectivement, tu peux, Dorian, rajouter qu'ici, c'est la fonction alcool et ici, ce serait la fonction ester. Mais faites bien attention, hein, ne faites pas du hors-sujet. Ici, on ne vous parle que des groupes caractéristiques. Donc, si vous rajoutez autre chose, on ne mettra pas de point. Et surtout, faites attention de ne pas confondre le groupe et la famille. Donc, groupe hydroxyle, groupe ester. Donc, je répète, hein, j'ai mis le corrigé en ligne sur le NT, donc vous embêtez pas à prendre un corrigé, écoutez surtout et posez des questions s'il y a un souci. Allez, on continue. La question suivante. Observez les pictogrammes des réactifs utilisés pour justifier les précautions prises lors de leur prélèvement et de l'introduction dans le ballon. Donc, je vous ai mis les réactifs utilisés, la benzylique, l'anhydride éthanoïque. Je regarde les pictogrammes. Il faut que vous sachiez à peu près à quoi correspondent ces 3 pictogrammes. Ce sont les principaux. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire de l'alcool benzylique?
Il est irritant, très juste. D'accord? Donc l'alcool benzylique avec ce point d'exclamation présente un danger, donc irritation, il est nocif. Du coup, quelles sont les précautions à prendre lors de son prélèvement? Alors attention, Quentin et Tanguy, vous parlez certainement d'autre chose. Donc je reprends sur les réponses de Romy, Mathias et Victor. Donc forcément, si on a un produit irritant, eh ben, je vais m'en protéger avec à la base, toujours pareil, la blouse. Je pense irritant, donc bah, les lunettes pour protéger mes yeux, les gants pour protéger mes mains, pourquoi pas. Et attacher les cheveux, bien sûr, Victor, tu penses aux filles et aux garçons qui les font pousser, tu as raison. Alors, pour l'anhydride éthanoïque, quels sont les pictogrammes qui qualifient les dangers potentiels donc de l'anhydride éthanoïque? Alors très bien Maëlie, hein, il faut bien faire la différence. Donc le point d'exclamation, on a dit nocif, irritant, hein, c'est la même chose. Le deuxième veut dire inflammable et le dernier, faites gaffe, c'est celui-ci qui c'est corrosif. Et on le voit bien, c'est-à-dire que si on fait tomber le produit sur la paillasse, eh bien on voit un trou sur la paillasse et la même chose sur votre main. Donc du coup, corrosif, on va bien sûr mettre des gants pour se protéger de ce produit, la blouse, les gants, les lunettes, tout ça pour protéger notre corps. Pour l'histoire de inflammable, quelles sont les précautions à prendre par contre? Très bien. Stéphane, bien sûr, on ne va pas travailler à côté d'une source de chaleur. Merci, merci Doriane pour la petite blagounette. Donc, il est important effectivement de ne pas se mettre à côté d'une source de chaleur et du coup aussi on va se travailler sous la hotte. Comme ça, la hotte aspire toute vapeur et s'il y avait éventuellement une source de chaleur, ben, les vapeurs sont vite absorbées et donc ça évite aussi les proximités. Voilà pour les consignes de sécurité. Donc ça, c'est des questions qui arrivent souvent lors des ECE. Alors, je continue avec la question qui suit. On va maintenant étudier le dispositif expérimental. Donc, il faut le légender. Donc, on y va. Le 1, je l'ai dit. Alors, soit vous êtes super réactif, mais je vais peut-être pas attendre toutes vos réponses. Le 1, on l'a dit. Tac, tac. Est-ce que quelqu'un l'a? C'est plus long à écrire qu'à dire, c'est sûr. Donc, c'est le réfrigérant à eau. Ok, juste les garçons, réfrigérant à eau. Alors, je vais couper le micro puisqu'il y en a un qui parle ou qui fait du bruit. Donc, excusez-moi. Hop, voilà. Et je reviens là. Alors, très bien. Donc, un réfrigérant à eau. Le 2, qu'est-ce que vous me proposez pour le 2? Ça désigne quoi? Donc, ce nouveau... ouais, il m'énerve les Gauthier. Il y en a 4 carrément. Il faut faire attention à qui vous donnez les liens. Hein. Donc, on va essayer de continuer comme ça. J'espère que les Gauthier qui m'entendent vont réaliser que c'est un cours sérieux et qu'on n'a pas vraiment envie de s'amuser à passer du temps à les supprimer régulièrement. Donc, merci d'aller vous amuser ailleurs, les Gauthier. Alors, donc, du coup, pendant ce temps, Maëlie et Chloé répondent que c'est le ballon. On pourrait rajouter que c'est un ballon bicole. D'accord? Il y a 2 ouvertures. Pour le 3, c'est le chauffe-ballon, on en a l'habitude. Le 4, le 4, support élévateur. D'accord? Le 5, alors le 5, il faut trouver un mot générique qui représente ce qui se passe. Donc, on ne va pas citer ce qu'il y a l'anhydride éthanoïque, etc. Oui, on va dire mélange réactionnel. D'accord? Donc, pensez à utiliser ce mot, c'est le mélange réactionnel. C'est là où a lieu la réaction. Pour le 6, le truc qui revient même pour les dosages, c'est la potence. Parfait. Et on a fini. On a parlé du sens de circulation d'eau. Je crois que j'ai rien à dire. On passe à la question d'après. Quel est le rôle du réfrigérant? Alors, il y a un mot qui doit apparaître forcément dans la réponse. Le terme scientifique, refroidir, ok, ça suffit pas le mot refroidir. Donc effectivement, on commence par dire le réfrigérant a pour but de refroidir quoi d'ailleurs? Empêcher l'évaporation, je ne suis pas d'accord, Chloé.
il va refroidir les vapeurs. Donc, vous ne pouvez pas empêcher l'évaporation puisque vous chauffez. Donc, de toute manière, en chauffant, il y a des vapeurs. Ces vapeurs, vous savez, c'est un gaz, il occupe tout l'espace qu'on lui donne. Donc, cette vapeur monte, bien sûr, puisque le bicol est fermé avec son bouchon. Donc, ça part dans le réfrigérant. Là, ça rencontre donc de l'eau. Alors, attention, ça ne rencontre via la surface de contact. Et donc, les vapeurs sont refroidies. Et effectivement, on dit qu'elles vont se liquéfier. Le terme scientifique exact, c'est la liquéfaction, le passage de gazeux à liquide. Le mot condensation est un mot usuel qu'on utilise dans notre vie de tous les jours, ce qu'on appelle la condensation liquide. D'accord? Mais le mot exact, c'est la liquéfaction. Donc, ces vapeurs sont liquéfiées à l'intérieur du réfrigérant. Donc, voilà ce que l'on attend de vous. Question suivante. Quel est le rôle de la pierre ponce? Alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais en plus de l'anhydride éthanoïque et de l'alcool benzylique que l'on met dans le ballon, on vous fait mettre 3 à 4 grains de pierre ponce et vous en avez déjà l'habitude puisque je pense que vous avez tous déjà fait une synthèse. Donc, il y en a qui m'ont mis éviter l'ébullition. Alors, non, tu ne pourras pas éviter l'ébullition. Homogénéiser, c'est mieux. Faciliter l'ébullition, c'est pas faciliter. Limiter les bulles de l'ébullition, ça c'est carrément tout à fait ça. Merci Laurent. Pour me faire comprendre que mon cours est bien trop sérieux, tu as raison. Ok, donc limiter les bulles de l'ébullition. On va mettre donc de la pierre ponce pour, alors le terme que l'on attend, c'est réguler l'ébullition. D'accord? Réguler l'ébullition. C'est-à-dire que ça permet d'éviter un bouillonnement excessif. Ça va faire en sorte que les bulles soient homogènes. On a des petites bulles. Pourquoi? Sans rentrer dans les détails, la pierre ponce, c'est une pierre poreuse, d'accord? Donc, elle est pleine de cavités. Et donc, les bulles de vapeur vont commencer à se former ici et ça va limiter la grosseur des bulles. D'accord? Donc, la pierre ponce, la réponse type, c'est permet de réguler l'ébullition. Alors, quel est le rôle du support élévateur? Question très importante aussi. À quoi sert le support élévateur? Ok, à noir, descendre et monter. Le but n'est pas de s'amuser pour monter et descendre. À quoi ça sert? D'ajouter un élément dans le dispositif. Il faut forcément qu'il ait un intérêt. Très bien pour Chloé. Très bien pour Chloé et pour Dorian, qui est enfin redevenu sérieux. Effectivement, si on a besoin d'arrêter le chauffage parce qu'il y a, je ne sais quoi, un emballement de l'ébullition malgré la pierre ponce ou je ne sais quoi, on a besoin de stopper, de réagir vite. Vous savez très bien que juste mettre le chauffe-ballon sur 0, ça ne va pas éteindre, arrêter l'ébullition d'un coup, puisque du fait de l'inertie, le chauffe-ballon va continuer à chauffer encore un petit peu. Le meilleur moyen pour arrêter l'ébullition, si on a besoin de le faire rapidement, c'est de pouvoir séparer le ballon de sa source de chaleur. Et pour ça, le support va permettre donc d'évacuer, d'enlever le chauffe-ballon de manière très rapide. D'accord? Pour la sécurité, donc tu as tout à fait raison, Émilie. Pour quelle raison convient-il de chauffer le milieu réactionnel lors de cette synthèse organique? Alors là, c'est la petite question en rapport avec le chapitre 7. Cette activité expérimentale fait partie du chapitre 7 que l'on a traité la semaine dernière. Donc, c'est la petite question où je trouve la réponse dans ce chapitre-là. C'est-à-dire, je ne pouvais pas y répondre avant d'avoir fait ce programme-là de terminale. Donc, très bien pour un noir, très bien pour Chloé. La température étant un facteur cinétique, elle permet d'accélérer la synthèse. Et sur 2 heures de TP en terminale, on a tellement de choses à faire qu'on a plutôt intérêt à ce que la synthèse soit le plus rapide possible. Donc, on chauffe. Dans l'industrie, on chauffe également. Le but est donc d'accélérer les réactions. Alors, on continue pour la question d'après. Le montage utilisé est un montage de chauffage à reflux. Justifier ce nom et indiquer l'intérêt d'un tel montage. Allez, ça c'est très important. Quel est l'intérêt d'un montage de chauffage à reflux et pourquoi on l'appelait comme ceci? D'accord? Donc j'attends vos retours.
Alors excusez-moi, hop. Allez, voilà, ça c'est fait. Alors donc, permet d'accélérer en limitant les pertes de produits. Hem, permet d'accélérer. Alors, permet d'accélérer parce qu'on a chauffé, d'accord. En limitant les pertes de produits, je comprends pas en limitant. C'est-à-dire qu'il y en a quand même, Chloé, des pertes de produits? Oui, mais ce qui me gêne, c'est le mot «limiter», qui sous-entend qu'il y en a quand même un petit peu. Voilà, donc attention, le chauffage alors un reflux, il faut imaginer un reflux, le mot reflux n'est pas seulement attribué à la chimie, hein, le reflux, ça peut être aussi une maladie, donc pour, faire, simple, c'est, donc un liquide qui remonte et qui redescend, c'est ça un reflux. Donc dans le montage du chauffage à reflux, on voit ce liquide qui monte dans le réfrigérant sous forme de vapeur et qui redescend dans le ballon sous forme de liquide. Donc on voit bien cette circulation qui se fait de haut en bas. Donc quel est l'intérêt d'un tel montage? Eh bien, pour aller plus loin que Chloé, je ne dirais pas que ça limite la perte de produits, que ça évite la perte de produits, d'accord? Donc il n'y a pas de perte de matière grâce au réfrigérant qui permet donc de renvoyer sous forme liquide les vapeurs qui s'étaient échappées du ballon. D'accord? J'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Donc le chauffage à reflux permet d'éviter la perte de matière. Allez, on passe à la question suivante s'il n'y a pas de questions. On enchaîne avec les petits calculs. Question 9. Calculer les quantités de matière des réactifs introduits et en déduire la nature du réactif limitant. Ah mince, il n'y a plus d'image. Alors moi, j'ai pas de souci. OK. Allez, ça a l'air de marcher. C'est que pour Anthony qui a perdu la connexion. Alors donc, je vous ai remis ici sur cette diapo l'équation de la réaction. Donc, vous avez la réaction, vous avez le mélange réactionnel, les quantités que vous avez mises dans le ballon, d'accord. Je vous ai mis les données pour que vous puissiez savoir sur quelle piste on part. Donc, on me demande de calculer des quantités de matière, donc on me demande de calculer N, petit n pour l'alcool benzylique, petit n pour l'anhydride éthanoïque. Alors, on y va. Qu'est-ce que je sais sur petit n? Je me lance et j'écris quelle relation? N égale quoi? Donc Chloé, tu vas trop loin pour l'instant, hein, on y va en douceur. On commence par petit n égale quoi, s'il vous plaît? Petit m sur grand M, parfait. Je me rends compte que je n'ai pas la masse que j'ai mise. Moi, je sais quel volume j'ai mis dans le ballon. Donc petit m sur grand M, ça ne va pas me suffire. Donc je vais plus loin. L'étape d'après, c'est que je remplace m par... Alors tu vas vraiment encore plus vite, Émilie. Donc, OK, voilà, très bien, par V fois ρ. Et ρ, enfin, donc très bien, j'arrive à ρ fois V sur M, impeccable. Et ρ, bah, je ne l'ai pas. Moi, j'ai la densité ici qui apparaît dans mon tableau. Donc, comment faire apparaître la densité? En remplaçant ρ par ce qu'a mis Émilie au-dessus, D fois ρ de l'eau. D'accord? Donc, je vous montre la diapo qui suit. J'ai fait exactement ce que l'on vient de se dire. C'est comme ça qu'il vous faut faire sur une copie d'épreuve. S'il vous plaît, ne balancez pas directement cette formule. Vous n'avez pas à la connaître par cœur, donc il faut y aller par étapes. Donc, on commence par écrire ce que l'on sait, la formule de base pour la quantité de matière, petit m sur grand M, et on remplace petit à petit, de proche en proche, jusqu'à ce qu'on ait toutes les valeurs associées à chaque grandeur de la relation. Donc, pour l'alcool benzylique, hein, j'ai repris la formule qui vous est donnée ici. Hein, si vous comptez, il y a bien 7 atomes de carbone, 6 dans le cycle, plus 1 ici. Donc, c'est bien un C7. Amusez-vous à compter ça d'ailleurs. Hein. C'est déjà arrivé dans un sujet de bac qu'on vous demande, avec une formule comme ça, de trouver une formule brute. Donc, essayez de vous entraîner à le faire. C'est-à-dire que dans la formule topologique, vous n'avez pas les atomes d'hydrogène ni de carbone. Donc, il faut imaginer combien on en a. Vu que là, par exemple, j'ai 3 liaisons sur le carbone, je sais que ce C porte un hydrogène. Alors qu'ici, le C qui se trouve ici à l'intersection de toutes ces liaisons ne porte pas d'atome d'hydrogène parce qu'il a 4 liaisons déjà. D'accord? Donc, entraînez-vous à vérifier ceci. Donc, j'ai pris les formules brutes de l'alcool benzylique et de l'anhydride éthanoïque qui sont là et j'ai calculé avec les données qui sont dans le tableau, connaissant la densité des deux produits, la masse volumique de l'eau, le volume que j'ai mis pour chacun des produits et leur masse moléculaire, j'en ai déduit la quantité de matière.
Alors, je me suis pas embêtée à faire des conversions. Pensez toujours, c'est très important de voir les unités. Tiens, on va se le faire, on va se le faire. On va se le faire sur le tableau. Alors, je prends le tableau, mon stylo, tac. Alors, on avait dit que est égal à D fois ρ de l'eau fois V sur M. Vérifier que j'ai rien oublié. Ok, je pense que c'est bon. Alors, on fait de l'analyse dimensionnelle. Ça aussi, c'est à la mode. Ils aiment bien dans les parler d'analyse dimensionnelle. Donc, ici, en mol. Je dois donc trouver à droite qui est être équivalent à des mols. Donc, nous avons ici des grammes par mol. Ici, une densité, rien. Une masse volumique. Alors, la masse volumique, vous savez que pour l'eau, c'est moi qui décide, hein, d'accord? Donc, pour la masse volumique, je vais mettre ici par millilitre. Et du coup, si je mets une masse volumique en grammes par millilitre, cela oblige à avoir un volume en quoi? Alors là, j'écris plus et donc vous devriez tous entendre. Merci Mathias. Ça oblige à avoir un volume en millilitres. Donc regardez bien, si j'ai ici millilitre, millilitre, donc millilitre moins 1 fois millilitre, ça fait 1. Gramme au numérateur, gramme au dénominateur, ça se simplifie. Il reste donc au dénominateur des moles moins 1, ce qui donne des moles au numérateur. Donc ma relation est bien homogène, je n'en doutais pas, d'accord? Mais ça me permet de comprendre que tiens, je peux garder mon volume en millilitres et il suffira que je en sur la masse volumique de l'eau, vous remarquerez qu'elle n'est pas donnée. On estime que ça doit être une connaissance. Donc, 1 millilitre pèse combien? Tout le monde doit le savoir. 1 gramme. 1 gramme par millilitre. Et si maintenant, je sais qu'on l'a fait sur un des sujets, juste pour vérifier. Alors, je ne tape pas dans mon micro, Dorian, j'écris sur ma tablette, donc je ne tape pas sur le micro. Donc, dites-moi en grammes par millilitre combien ça peut faire. Merci Chloé, 1000 ou 10. D'accord? Donc voilà, la masse volumique de l'eau, faites attention, ne retenez pas simplement que c'est 1. Non, ça dépend de l'unité que vous choisissez. Allez, donc je reviens, cette petite parenthèse étant faite, je reviens sur l'activité expérimentale. Donc, cela m'a permis de garder ici le volume en millilitres et j'ai mis 1 gramme par millilitre pour la masse volumique. Je trouve donc 0,12 mol pour l'alcool benzylique, 0,16 pour l'anhydride éthanoïque. Donc 0,12 ici, 0,16 là. Qui peut me dire qui est le réactif limitant? C'était l'alcool benzylique. Effectivement. Alors attention, il ne faudrait pas mettre seulement ceci dans votre réponse à l'écrit. Il faudrait dire, d'après l'équation de la réaction, une mole d'alcool benzylique réagit avec une mole d'anhydride éthanoïque pour donner une mole d'éthanoate de benzyle et une mole d'acide éthanoïque. Du coup, si j'ai 0,12 mol d'alcool benzylique, eh bien, je vais avoir, et 0,16 pardon, mol d'anhydride éthanoïque, le réactif limitant sera forcément l'alcool benzylique. D'accord? Puisque d'après l'équation, c'est une mole pour une mole. Si j'ai 0,12 pour 0,16, ce n'est pas équivalent. Je ne suis pas dans les proportions stoichiométriques de la réaction. Je vois que l'alcool benzylique, je n'en ai pas assez. C'est donc lui qui va limiter la réaction. Et tant qu'on y est, bah, puisque je dis que 0,12 mol, c'est ce qui fixe le réactif limitant, dites-moi combien je vais pouvoir créer d'éthanoate de benzyle. Bah oui,
OK, 0,12, hein, d'accord, puisque 0,12 c'est l'alcool benzylique. Lui va complètement réagir. L'équation me dit qu'une mole de lui donne une mole de d'éthanoate de benzyle. Donc, si j'ai 0,12 mol d'alcool benzylique, j'aurai 0,12 mol d'éthanoate de benzyle. Et je m'évite un tableau d'avancement et une perte de temps. D'accord? Donc, je sais déjà que je dois créer 0,12 mol d'éthanoate de benzyle puisque j'ai mis 0,12 mol d'alcool benzylique. Donc, ça va m'aider. Hein, c'est une question de rendement derrière qui est en train d'arriver. Allez, on enchaîne sur la suite. Donc, pour les questions de quantité de matière, c'est fait. On passe à la suite. À l'aide du chromatogramme, discuter de l'évolution temporelle du milieu réactionnel. Quel est l'ordre de grandeur de la durée de la transformation chimique étudiée? Allez, là aussi, cette question justifie bien que ce TP appartienne au chapitre 7 sur la cinétique chimique. Dites-moi quel est l'ordre de grandeur de la durée de la transformation. Alors, c'était une question que je vous avais mis dans le QCM. Certains se sont trompés, donc j'espère que maintenant c'est mieux. Alors attention, j'ai des réponses complètement bizarres. Qu'est-ce que veut dire le 10 puissance 3, Chloé? Donc la durée de la réaction. Donc qu'est-ce que montrent ces chromatogrammes? Ces chromatogrammes montrent, rappelez-vous, ici le R représenté, donc R pour réactif, alcool benzylique. D'accord? J'ai mis de l'alcool benzylique, c'est ma référence. Donc je vois, lorsque je fais mon premier dépôt de mélange réactionnel à 4 minutes, que j'ai dans le ballon de l'alcool benzylique et tiens, j'ai ce machin-là. Et ce machin-là, si je regarde, je tire un trait à cette hauteur-là, tiens, ça correspond à E, l'éthanoate de benzyle que j'ai déposé ici du commerce. Donc, ce qui arrive ici à la même hauteur, c'est de l'éthanoate de benzyle. Ces chromatogrammes, hein, c'est réellement ce qu'on a obtenu le jour de l'expérience. J'avais scanné donc les chromatogrammes obtenus par un élève. Donc, du coup, je vois qu'au bout de 4 minutes, j'ai de l'éthanoate de benzyle séparé et j'ai de l'alcool benzylique. À T2, à 8 minutes, je redépose une goutte du mélange réactionnel. Je vois que j'ai toujours de l'alcool benzylique et donc j'en ai un petit peu moins et j'ai un peu plus d'éthanoate de benzyle. À 12 minutes, je n'ai plus de taches au niveau de l'alcool benzylique. Donc j'estime qu'il a complètement disparu. Or, c'est le réactif limitant. Donc la réaction est terminée. D'accord? Donc la réaction est terminée entre ici, 8 minutes et 12 minutes. Voici la durée de la réaction. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. L'ordre de grandeur, donc entre 8 et 12 minutes. On passe à la question d'après. Le chromatogramme obtenu est-il en accord avec la réponse à la question 9? Je n'ai jamais compris ça, madame. Loin des réactifs et pas dessus, il glisse. Oh, je comprends rien. Franck, j'ai rien compris. Je n'ai jamais compris ça, madame. Pourquoi les produits se forment-ils loin des réactifs et pas dessus, ils glissent? Alors, j'ai l'impression, Franck, que tu confonds un chromatogramme avec ce qui se passe dans le mélange réactionnel. On ne te raconte pas là qu'ils sont en train de se produire, de se former loin des réactifs. Le chromatogramme te montre ce qu'il y a dans le mélange réactionnel et le fait qu'ils aient migré haut, ça veut juste dire que l'éthanoate de benzyle est très soluble dans l'éluant. Rappelle-toi, on a placé la plaque à chromatographie ici dans un éluant. C'est la solubilité dans l'éluant qui fait que l'espèce chimique va monter haut sur le chromatogramme ou pas. Eh bien, dans le cas ici, l'éluant permet à l'éthanoate de benzyle de migrer très haut. Ce n'est pas une question qui se forme plus haut. Il est déjà formé dans le ballon, le produit. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Franck? Donc, on ne peut pas faire de chromato si la solubilité des réactifs et des produits est la même. Alors, j'ai l'habitude de dire quand je commence mon cours de chromato en classe de seconde que, imagine que tu, Franck, tu sois sur la ligne de départ pour faire une course 80 mètres, avec tous les autres T6, par exemple, sur la ligne de départ. La probabilité pour que 2 élèves fassent exactement le même chrono est extrêmement faible. D'accord? Là, c'est exactement la même chose. Tu mets des espèces chimiques différentes sur la ligne de dépôt, la probabilité pour qu'elles migrent à la même hauteur est extrêmement faible. D'accord? Donc, chaque individu a une vitesse qui lui est propre, chaque espèce chimique a une solubilité qui lui est propre. Et donc, il y a
très peu de chances où on pourrait hésiter et se dire: «Tiens, est-ce qu'elles sont vraiment à la même hauteur ou pas?» D'accord? Et ensuite, sache qu'avant ça, le chimiste a fait son job, il a choisi l'éluant qui va permettre d'avoir une solubilité différente et de les emporter à des hauteurs différentes pour bien les séparer. D'accord? Allez, donc on continue. J'espère que c'est clair, que ce rappel a permis à d'autres aussi de mieux comprendre. Alors je reprends, on en était ici. Alors, le chromatogramme est-il en accord avec la réponse à la question 9? La question 9, rappelez-vous, c'est la question juste avant où on a fait des calculs et où on a dit que l'alcool benzylique était le réactif limitant. Est-ce que le chromatogramme valide bien que l'alcool benzylique est le réactif limitant? Oui, clairement, puisqu'on voit qu'il n'y en a plus. D'accord? On voit que T3, le mélange réactionnel, ne contient plus d'alcool benzylique. Ça veut dire que la réaction ne peut plus se produire. Alors, pour ceux qui me diraient, parce que ça aussi, il y en a, je pense, qui peuvent se poser cette question. Oui, mais madame, pourquoi ici la tâche, elle est plus grosse que là? Est-ce que j'en ai formé moins? Et est-ce que là, je me mets à en former plus? Qu'avez-vous à répondre à ça? Pas grand-chose. On ne voit pas? Qu'est-ce que tu vois pas, Franck? Tu vois pas mon écran avec mes 2 chromatogrammes? Ah bah mince, bah vous voyez quoi alors? Écran figé sur quoi? Là, je change de diapo, vous voyez pas de changement de votre côté? Et là, je reviens sur les chromatogrammes. OK. Toi, tu vois la diapo 5. Alors tiens, où est-ce qu'il y a un numéro de diapo? OK. Ah non, je suis pas du tout sur la diapo 5. D'accord, donc OK, ça marche et vous êtes resté bloqué sur mon explication de tout à l'heure. Donc bah, je rechange à nouveau. Ah si, c'est bon. Bon, d'accord. OK, tout va bien. Alors donc je répète ma question. OK, je répète ma question. Regardez, là, vous voyez cette grosse tache et puis vous voyez qu'à T4, mince, c'est plus bon. Vous savez quoi? Le temps que ça revienne, je vous fais une photo, c'est qui est pas je fais la photo de mon écran, hop. Quoique vous l'avez aussi sur votre, ah c'est bon, OK. Allez, ça marche. Donc regardez ici. Je vous disais, cette tâche-là, vous pourriez me dire: «Mais madame, attention, elle est grosse, et ici, elle est plus petite et là, ça grossit». Ça voudrait dire que j'en forme de plus en plus de l'éthanoate de benzyle? Or, vous avez dit que la réaction était terminée, puisque regardez, le réactif ici, il n'y en a plus. Donc, comment interpréter la taille de ces tâches qui a l'air d'augmenter et qui ici a diminué de T3 à T4? Et c'est important du coup d'avoir un petit esprit critique par rapport à ça, hein, pour pas être perturbé par rapport à l'analyse. Non, c'est pas avec la capillarité, je comprends pas bien ce que tu non? C'est oui, très bien pour Élise, c'est juste la quantité prélevée, hein. Donc surtout, ne voyez pas un signe comme quoi ici la réaction, tiens, a l'air de continuer puisque j'en ai de plus en plus. Donc non, 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 c'est juste que l'élève, eh bien, c'est lui qui fait le dépôt et c'est lui qui donc dépose une goutte et il y a rien qui nous certifie que la goutte posée est absolument le même volume. D'accord? Donc surtout, on n'essaie pas d'analyser. Quand on voit clairement que c'est un résultat d'expérience comme ici et pas un truc issu de la théorie avec des tâches faites à l'ordinateur, hein, eh bien là, on n'essaie pas d'aller plus loin. Donc on comprend bien que, OK, les tâches, elles ont des dimensions différentes parce que c'est lié à la quantité de prélèvements réalisés. Très juste. Alors, comment pourrait-on procéder? Je viens de changer de diapo. Comment pourrait-on procéder pour améliorer la précision de la mesure de cette durée? Ça, on en a parlé dans le cours, puisqu'on a fait aussi un exercice qui ressemblait à ça. C'est-à-dire qu'on a pour l'instant une durée de réaction comprise entre 8 et 12 minutes. On ne peut pas dire que ce soit hyper précis. Qu'est-ce qu'il faudrait faire donc pour améliorer la précision de cette durée? Donc, Chloé propose prendre plus de prélèvements à des intervalles plus courts. Et effectivement, tu as tout à fait raison, Chloé. Donc ça marche.
tout va bien. On va réduire effectivement les intervalles. Au lieu de faire toutes les 4 minutes, on pourrait faire toutes les 2 minutes. Parfait. Allez, on passe à la suite. Pourquoi ajoute-t-on dans un premier temps de l'eau au mélange réactionnel après ajout de l'eau que contient le ballon? Donc ça aussi, c'est des questions très importantes. Simon, tu vois plus, que se passe-t-il? Est-ce qu'il n'y a que Simon qui voit plus? Il n'y a que lui. Ok, allez, ça marche. On est sur la diapo 17, effectivement. Alors, je continue. Alors, je vais reparler du traitement. C'est la partie que je n'ai pas lue tout à l'heure. J'ai dit on en reparlera. Donc, c'est une partie très importante qu'on a étudiée déjà dès la seconde, pour ma part en tout cas. Lorsqu'on a fini la réaction, eh bien, il faut traiter le mélange réactionnel parce que ce que l'on souhaite faire, que ce soit dans l'industrie ou nous ici, c'est récupérer seulement le produit désiré. Donc, en l'occurrence, nous, c'est l'éthanoate de benzyle que l'on cherche à récupérer. Donc, on veut éliminer tout le reste. Donc, une fois que votre mélange réactionnel a refroidi, on vous dit, lisez bien ici, sans couper la circulation d'eau, introduire très lentement par le haut du réfrigérant 25 ml distillé. Autrement dit, une fois que j'ai laissé 30 minutes la réaction se faire, par le haut du réfrigérant, qui, rappelez-vous, ce haut c'est très important. Il ne faut absolument pas fermer. Si vous fermez, attention, vous soumettez votre dispositif à une pression qui va augmenter. Donc, ça va mal se passer. Le bouchon va sauter avec un risque de projection. Donc, au bout du réfrigérant, il n'y a jamais ici de bouchon. Pensez-y. Donc, par le haut du réfrigérant, je vais faire couler 25 ml d'eau. Et on vous demande quel est l'intérêt d'avoir mis de l'eau. Alors, je vous simplifie la tâche puisque je vous aide et je vous mets les éléments de réponse sous les yeux. Donc, je suis sur la diapo 18. Je vous ai remis l'équation de la réaction et je vous demande d'aller chercher dans le tableau qu'est-ce qui justifie le fait qu'on rajoute de l'eau. Donc, c'est assez simple, hein, d'accord? Ne cherchez pas dans votre tête, ce n'est pas des connaissances. Donc, il faut aller chercher l'info. Donc, j'ai un tableau avec plein d'infos, je regarde à l'intérieur et je cherche tout ce qui peut concerner l'eau. Et effectivement, alors je vois 2 bonnes réponses. Le but, vous le voyez ici, c'est écrit en petit, mais peut-être que vous l'avez plus gros sous l'énoncé que vous avez sous les yeux. Au contact de l'eau, l'anhydride éthanoïque s'hydrolyse en acide éthanoïque. Donc, on est en train de vous dire que lorsqu'on a fini la réaction de l'alcool benzylique, on n'en a plus, c'était notre réactif limitant. Donc, tout va bien. L'anhydride éthanoïque, c'est le réactif en excès. On en a. Donc, ça ne m'intéresse pas, je veux l'éliminer. Pour l'éliminer, il suffit de rajouter de l'eau, puisqu'on vous dit qu'au contact de l'eau, cet anhydride éthanoïque s'hydrolyse, donc se transforme en acide éthanoïque. Donc, qu'est-ce qu'il y aura à l'issue de cette transformation dans le ballon? Plus d'alcool benzylique, plus d'anhydride éthanoïque, il y aura seulement l'ester à odeur de jasmin qui m'intéresse, l'éthanoate de benzyle, et de l'acide éthanoïque. Très juste. OK? Donc voilà, j'ai compris à quoi servait l'eau. Parfait. Maintenant, continuons parce que dans la phase de traitement, il y a d'autres étapes. L'étape suivante, c'est quel est l'intérêt de rajouter une solution saturée de chlorure de sodium. Alors déjà, revenons sur le mot saturé. Qu'est-ce qui est pour vous une solution saturée de chlorure de sodium? Le mot saturé, pareil, a été déjà vu au collège, vu en seconde, certainement revu en première. C'est un mot qui fait partie de votre vocabulaire en chimie. Une solution saturée, ça veut dire que vous mettez du sel jusqu'à ce que ne peut plus, non pas diluer, attention Alix, ce n'est pas le bon terme, plus alors ça ne peut plus se dissoudre effectivement dans la solution. Hein, faites gaffe, un solide dans un liquide, c'est une dissolution, dilué, c'est un liquide dans un liquide. Donc, une solution saturée de chlorure de sodium, rappelez-vous aussi que le chlorure du sodium, c'est du sel. Donc, ça, en fait, vous mettez du sel dans un volume d'eau, vous en mettez, vous en mettez, vous en mettez, jusqu'à ce qu'il ne se dissolve plus. Ça, c'est une solution saturée. Donc, on vous dit, OK, c'est ce qu'on a fait. Hein. On a mis le contenu du ballon dans une ampoule à décanter. On ajoute de l'eau salée
et on agite sans oublier de dégazer. Ça, c'est un geste qu'il faut savoir faire. On en reparlera, j'espère. Donc, pourquoi avoir ajouté du chlorure de sodium? Je reviens ici sur mon tableau et j'essaie de comprendre. Alors, cherchez l'information où on vous parle de la solution saturée de chlorure de sodium. Donc, on voit tous la ligne dont les questions. Tout ce qui est alcool benzylique, anhydride éthanoïque, je m'en fiche, puisque ça, j'en ai plus dans mon ballon. Je regarde donc ce qui concerne ce qu'il reste, l'éthanoate de benzyle, l'acide éthanoïque. Donc, la différence ne se fait pas sur l'acide éthanoïque. Il est très soluble, que ce soit dans l'eau ou dans l'eau salée. Le vinaigre est très soluble, donc très bien. Il va passer dans l'eau, il va passer dans l'eau salée parfaitement. Mais regardez l'éthanoate de benzyle. Donc là, regardez, l'éthanoate de benzyle est faiblement soluble dans l'eau, mais il est très faiblement soluble dans l'eau salée. Alors comprenez ce qui s'est passé tout à l'heure, quand j'ai mis de l'eau. L'anhydride éthanoïque s'est transformé en acide éthanoïque. Le problème, c'est que quand j'ai mis de l'eau, il y a une petite partie de l'éthanoate de benzyle qui s'est dissous dans l'eau. Hein, c'est faiblement soluble, mais c'est un petit peu soluble. Donc, il y a un petit peu d'éthanoate de benzyle qui est parti dans l'eau. C'est embêtant, parce que moi, je veux récupérer l'éthanoate de benzyle et je veux le séparer de l'eau. J'utilise une ampoule à décanter pour, rappelez-vous, séparer deux phases, une phase aqueuse, une phase organique. Donc, je n'ai pas intérêt à ce que l'éthanoate de benzyle, il y ait une petite partie qui soit dissoute dans l'eau. Donc, regardez ce qui se passe en rajoutant du sel, de l'eau salée saturée. Eh bien, je diminue la solubilité de l'éthanoate de benzyle dans cette eau salée. Et du coup, il y en a très, très peu qui va être soluble dans l'eau salée. Je vais en perdre moins que si j'avais seulement mis de l'eau. D'accord? Donc, l'intérêt de mettre de l'eau salée, c'est récupérer un maximum d'éthanoate de benzyle. Voilà la réponse. Cette opération s'appelle, est-ce que quelqu'un a le nom? Ce mot-là, moi, je l'ai utilisé en classe de seconde. Ce n'est pas un mot qu'on attend que vous connaissiez. Hein, d'accord? Pas grave, si vous ne l'avez pas, ça s'appelle le relargage. Bravo à Noir et merci Google. Ça marche. Donc, on passe à la question 15, schématiser l'ampoule à décanter. Donc, on a versé le contenu du ballon. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il y a dans mon ballon? Il y avait tout sauf l'alcool benzylique. J'avais rajouté de l'eau, donc il n'y avait plus d'anhydride éthanoïque. Donc, il n'y avait ni ça, j'avais que ça. Et j'ai rajouté de l'eau salée. L'acide éthanoïque est passé dans l'eau salée, puisque c'est très soluble dans l'eau salée. Et lui, c'est très faiblement soluble dans l'eau salée. Alors du coup, donc j'ai un souci, ça a sauté la connexion, donc peut-être que vous m'entendez encore, mais en tout cas, l'écran est parti, donc je le remets. OK, donc normalement, le son revient et l'image est arrivée. Allez, ça marche. Donc, regardez, qu'est-ce que j'ai dans l'ampoule à décanter? Je vous mets ici l'ampoule à décanter. J'ai deux phases. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a dans les deux phases? Alors, je vous les ai mises en couleur pour que vous puissiez les distinguer. Où est la phase aqueuse? Où est la phase organique? Voilà le vocabulaire que l'on attend de vous. La phase aqueuse, c'est la phase qui contient l'eau. La phase organique, c'est le reste. D'accord? Donc, la phase aqueuse, on a compris qu'elle contient l'acide éthanoïque et le sel. Donc, c'est de l'eau salée avec de l'acide éthanoïque. Et la phase organique contient le reste, c'est-à-dire que l'éthanoate de benzyle. Et qu'est-ce que vous me dites? La phase aqueuse est en jaune, c'est-à-dire qu'elle est en bas. Pourquoi est-ce qu'elle est en bas? Regardez, ça se joue grâce aux densités. Vous avez ici la ligne de la densité, 1,10 pour le chlorure de sodium, la solution saturée d'eau salée, et 1,06 pour l'éthanoate de benzyle. Très bien. Donc, la phase organique est moins dense, elle est donc en haut. La phase aqueuse est plus dense, elle est donc en bas. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour maintenant isoler l'éthanoate de benzyle? Je vais ouvrir mon robinet. Je vais évacuer la phase aqueuse dans un bécher poubelle. Je ferai attention à faire une séparation à la goutte près. D'accord? Donc, je prends mon temps, je fais une séparation à la goutte près pour ne rien perdre. Et ensuite, je mets par exemple une éprouvette graduée. C'est ce qui était marqué dans la dernière étape. Mettre une éprouvette graduée dessous et récupérer ce qui reste, c'est-à-dire l'éthanoate de benzyle. OK? Donc, voilà un exemple de synthèse qui me permet
de fabriquer l'espèce désirée, mais ensuite de traiter le mélange réactionnel pour isoler l'espèce. Et ça ne s'arrête pas là en général, on continue toujours sur ensuite une dernière étape, identification, c'est-à-dire vérifier que ce que l'on a est bien ce que l'on attendait. Alors, donc du coup, je continue avec la question d'après. Donc, je suis passée à la diapo 21. Pour ceux qui disent que l'écran est figé, je suis à la diapo 21 et la question 16. On va calculer le rendement de la synthèse organique. Alors, comme vous n'aviez pas fait l'expérience, oui, c'est figé. Ça veut dire que tu n'as pas la diapo 21, c'est ça? Et la question 16. Diapo 20, ok. Bon, eh bien, je ne sais pas, on va attendre, je vais rebasculer, je remodifie. Alors, hop, je vais le relancer pour voir. Tac. Oui, effectivement, ça a l'air de bugger un peu. Allez, donc je l'ai relancé. Est-ce que c'est bon maintenant? Allez, super. Allez, on continue du coup. On arrive presque au bout. Courage, c'est l'avant-dernière question. Donc, question 16. En admettant que la phase organique obtenue ne contienne que de l'éthanoate de benzyle et mesurant le volume obtenu dans l'éprouve, là, je vous donne le résultat puisque vous n'avez pas pu faire l'expérience. Déterminer la quantité de matière d'éthanoate de benzyle produite par la synthèse. Donc, vous avez le volume, il faut calculer la quantité de matière. Donc, c'est exactement comme tout à l'heure. Hein, c'est la même relation. Je change de diapo. Vous calculez une quantité de matière grâce à l'expression qu'on a déterminée tout à l'heure. N égale D fois ρ de l'eau fois V sur M. Vous prenez bien la densité de l'éthanoate de benzyle, le volume obtenu, c'est-à-dire 16,5, et la masse molaire moléculaire de l'éthanoate de benzyle, et vous trouvez 0,117 mol. Très bien, Émilie. Donc 0,117, et vous aviez prévu que par la théorie, je ne réexplique pas le raisonnement, on devait en avoir 0,12. Donc c'est presque ce que l'on a, surtout si on arrondit. Si on arrondit, c'est la même chose. Donc on ne va pas arrondir, sinon je vais trouver un écart relatif de 0. Mais on vous dit, calculez l'écart relatif. Donc rappelez-vous la formule de l'écart relatif. L'écart relatif, c'est l'écart qu'il y a entre deux valeurs qui sont censées faire représenter la même grandeur. Donc, on en a parlé hier. Donc, j'ai 0,117, j'attendais 0,12. Donc, c'est l'écart entre ces deux. Et comme il est relatif, ça veut dire que vous faites par rapport à la valeur attendue. Donc, c'est un écart avec un rapport. Voici donc la formule de l'écart relatif. Celle-ci, vous devez la connaître par cœur. Donc, je suis passée à la diapo 23. Donc, l'écart relatif, c'est la quantité de matière mesurée moins la quantité théorique, parfait, sur la valeur théorique, parfait, Riyad. Donc, vous remplacez et faites gaffe à ça. Il y en a qui m'expriment en général. Je ne sais pas si vous voyez la diapo, ça fait 0,025 et il y en a qui mettent carrément pourcent. Donc, attention, le résultat n'est pas en pourcentage, c'est vous qui devez le mettre en pourcentage. Et 0,025, ça fait 2,5%. On admet qu'un écart relatif inférieur à 5% est tout à fait acceptable. Donc, on a une valeur tout à fait acceptable. Je répète, le 0,117, si je l'approxime à deux chiffres significatifs, je retrouve le 0,12 mol, donc tout va bien. Alors, si on vous demande sur un sujet de CE ou sur un sujet de bac, c'est la question qui vient souvent, comment on aurait pu améliorer? Qu'est-ce qui explique cette différence? Donc, il faut trouver des réponses pertinentes à proposer. Alors là, je vous ai mis, c'est facile, quand c'est l'humain qui fait, l'humain peut rajouter de l'erreur à de multiples reprises. Donc, j'ai mis, il peut s'être trompé dans la séparation. Quand je vous dis, vous faites à la goutte près, il suffit qu'il y ait une goutte qui ne passe pas pour en trouver moins. Peut-être que les réactifs se sont évaporés avant qu'on ne débute la réaction. Souvent, les composés organiques sont très volatiles. Donc, le temps de revenir au montage, de mettre à chauffer, il y en a peut-être une partie qui s'est évaporée. Donc, forcément, j'ai moins de produits que prévu. Peut-être qu'il n'était pas pur parce que j'ai considéré qu'il l'était, etc., etc. Il y a plein de façons possibles d'expliquer que j'ai moins de produits que prévu. Et effectivement, on laisse les frottements avec l'air de côté puisqu'on est en chimie. On avait vu
problème là, c'était dans le bac blanc, tiens. Dans le bac blanc, je vous ai mis le cas inverse. Parfois, vous trouvez une valeur supérieure à la valeur attendue. Donc là, il faut surtout pas dire: «Oh, c'est formidable, on a trouvé un moyen d'en créer plus, c'est génial». Non, c'est pas possible. On peut pas créer plus que ce qui est prévu. Donc si on avait trouvé une valeur supérieure, il aurait fallu dire: «Bah tiens, peut-être reste-t-il de l'eau, j'ai pas bien séparé», d'accord? Donc s'il reste de l'eau dans la phase organique, il faudrait la sécher. Sécher, peut-être en rajoutant, par exemple, du chlorure de magnésium qui est un desséchant, un déshydratant. C'est ce que vous mettez dans quand vous achetez des chaussures. Dans les boîtes à chaussures, vous avez toujours un petit sachet qui contient un solide, hein, il ne faut surtout pas l'ouvrir ou le manger. Bref, c'est un produit chimique, c'est un déshydratant, un déshumidificateur, il absorbe l'humidité. Eh bien, donc vous mettez ces dans votre phase organique, vous filtrez et vous êtes sûr donc de récupérer une phase organique sèche, c'est-à-dire où on aurait éliminé toutes les molécules d'eau. Voilà. Donc voilà pour ça. S'il n'y a pas de questions, je continue avec la dernière question et elle est intéressante aussi parce qu'elle vous fait retravailler la spectro-infrarouge et la spectro-RMN. Donc vous avez, maintenant que vous avez isolé votre éthanoate de benzyle, vous avez calculé un rendement très très bon. Tiens d'ailleurs, j'ai pas le souvenir d'avoir calculé le rendement. J'ai oublié de calculer le rendement. Non, j'ai fait ça. Déterminer la quantité, calculer le ah ouais, il y a marqué calculer le rendement, mais il n'y a plus marqué calculer le rendement après. Ah, c'est rigolo. J'avais vu ma boulette ici, donc calculer le rendement, il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah bravo, oui, tu vois? En tout cas, je suis quand même la seule à l'avoir vu, hein. Donc je ne sais pas si tout le monde dort ou en fait si vous êtes juste connecté mais vous faites autre chose. Donc alors le rendement, donc on fait ce qu'on a obtenu, ce qu'on aurait dû obtenir, donc 0,117 sur 0,12. Alors je le fais puisque je ne l'avais pas fait, 0,117 divisé par 0,12, je trouve 97,5%, donc on a un très bon rendement, hein, on s'en doutait. D'accord? Donc parfait. Allez, donc je reviens sur la dernière question. Dernière question, la 17. Vous avez tout ça et il faut identifier à quel produit de la réaction cela correspond. Donc, je vous ai mis les 4, les 2 réactifs et les 2 produits et il faut trouver du coup à quoi ça correspond. Donc, c'est hyper facile parce que vous avez plein d'indices. Vous avez à la fois le spectre IR et le spectre RMN. Donc, comment j'ai prévu de faire? Voilà, on va travailler là-dessus. On va travailler là-dessus. Je vous ai donc mis les 4 espèces chimiques qui interviennent dans notre réaction et je vous ai mis, le tableau de spectroscopie infrarouge que j'ai pris, de la fin de votre livre. Alors on y va, prenons l'alcool benzylique, d'accord? Regardons l'alcool benzylique. Dites-moi, pour la spectroscopie infrarouge, combien de bandes d'absorption attendons-nous et lesquelles? La principale. OK, on a le OH. Alors de l'alcool libre, il me fait riade. C'est super bien qu'on ait cette erreur-là, parce que ça va me permettre donc de réagir par rapport à ce que c'est alcool libre et alcool lié. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que ça signifie? Ça fera un petit rappel, je pense, utile pour pas mal d'entre vous. Quelle est la différence entre ce qu'un alcool dit libre et un alcool lié? Libre, c'est quand il est dans une molécule, ça c'est super embêtant parce qu'il est où du coup, Dorian, s'il est dans une molécule? Donc non, surtout pas, c'est pas possible ça. Donc la différence effectivement Émilie, hein, on peut aller le voir ici avec la petite étoile. Il est libre quand il n'y a pas de liaison hydrogène et il est lié quand il y a les liaisons hydrogènes. Eh bien, quand est-ce qu'il est libre et quand est-ce qu'il est lié? Quand est-ce qu'on peut avoir des liaisons hydrogènes et quand est-ce qu'on n'a pas de liaison hydrogène? Vous vous rappelez ce que c'est la liaison hydrogène? J'ai fait un rappel la dernière fois. Même ROH et ROH. Je vais avoir une liaison hydrogène
entre le O et le H ici. Je vais donc dire ici que je suis dans le cas et c'est possible seulement état, oui. Alors, c'est quel état qui me permet d'avoir des liaisons d'hydrogène? Dans quel état j'ai des... Oui, d'accord, j'ai arrêté d'écrire. Donc, dites-moi, dans quel état j'ai des liaisons hydrogène? Ok, j'ai que à l'état... D'accord? Et à l'état gazeux, comme les molécules sont éloignées les unes des autres, je ne peux pas avoir de liaison hydrogène. Tout ça pour dire quoi? Que, eh bien, si je reviens ici sur l'écran, vous avez du OH alcool lié ou libre ici, il faut choisir. J'ai de l'alcool benzylique. Alors, moi, il n'y a rien qui dit que ça ne fonctionne pas. Alors, ok, donc je continue. D'accord? J'espère que tout le monde a compris cette histoire de OH lié. Donc, je répète, l'alcool... Ah non, Dorian, il n'est pas branché en fait. Alors, du coup, je répète. C'est bon, Dorian, tu m'entends? Ok. Alors, donc, je disais, l'alcool benzylique étant liquide, dans l'expérience, bien sûr, j'ai des OH d'un alcool lié. Les molécules sont rapprochées les unes des autres et soudées en plus par la présence de ces liaisons hydrogènes. Donc, du coup, je dois m'attendre à une bande d'absorption intense, moyenne et large, entre moyenne et large, à 3200 ou 3600 centimes. J'ai de problèmes, donc je ne sais pas ce qui ne va pas. Allez, est-ce que là...
Chloé, est-ce que c'est mieux? Oui, j'ai l'impression que ça fonctionne. Non? Ok. Bon, alors je suis désolée, du coup, ça a l'air de revenir. J'ai juste débranché, rebranché mon micro. Pour ceux qui sont encore là et pour ceux qui veulent la suite, donc la fin, j'y reste encore un petit peu jusqu'à ce que ça plante à nouveau. Donc, je reviens sur donc, mon alcool. Ok, Dorian, toutes mes excuses. Alors, je reviens sur... alors, est-ce que vous avez aussi, du coup, la vidéo? C'est bon, vous avez l'image. Donc, je reviens sur l'alcool basique qu'on a dit. On a une bande intense, moyenne à large, autour de 3200, 3600. Si je retourne sur mes spectres, 3200, 3600. Alors là, c'est genre 3100, donc c'est un peu léger. Donc, ça semble être celui-ci. Et il n'y a pas d'autre choix, puisque sur les autres spectres, je n'ai pas du tout de bande moyenne et large autour de 3200, 3600. Donc, je vais confirmer que cet ensemble-là correspond bien à l'alcool benzylique en étudiant le spectre RMN. Regardez donc l'alcool benzylique. Combien vous voyez de groupes de protons équivalents? Allez, ça c'est important. J'en vois 3 pour Damien, très bien. Donc, vous avez ici le H tout seul, qui fait un groupe de protons équivalents. Là, regardez ici, vous avez un CH2. Donc, 2 atomes d'hydrogène dans ce groupe qui constitue donc un groupe de protons équivalents. Et dernier groupe de protons équivalents, ici, vous avez un H, un H, un H, un H, un H. Ces H du cycle peuvent être considérés comme un groupe de protons équivalents. J'ai donc 3 groupes de protons équivalents. Chaque groupe de protons a combien de voisins? Regardez celui-là. Combien de voisins a-t-il? Je parle de l'hydrogène du groupe hydroxyle. 0 voisin pour Damien, très bien. Attention, il n'a pas de voisin pour Franck parce qu'il est lié à un atome d'oxygène. Du moment qu'il est lié à un atome d'oxygène, il ne voit pas les hydrogènes voisins. Il est déblindé effectivement. Oui, je réponds à Chloé, oui, chaque fois que c'est cyclique, on considère comme un groupe, à moins qu'on te dise le contraire. Si on ne te dit rien, tu considères que ça fait un groupe. Ici, on a 2 hydrogènes tout seuls. Ils sont d'un côté avec un oxygène, donc ils n'ont pas de voisin, et de ce côté-là, ils ont un carbone qui ne porte pas d'hydrogène parce qu'il a déjà 4 liaisons. Donc ces 2 hydrogènes ici n'ont pas de voisin. Attention Damien, il n'y en a pas. Donc ici, j'ai aussi un singulier. Et enfin, les hydrogènes de ce groupe, si vous regardez le carbone voisin ici, il est là, il n'a pas de protons. Donc ces hydrogènes du groupe n'ont pas non plus de protons voisins. Le signal associé sera donc encore un singulier. J'espère que tout le monde a compris. Ça veut donc dire que pour cet alcool benzylique, je suis censée avoir, puisque j'ai 3 groupes de protons équivalents, je dois avoir 3 signaux sur le spectre et 3 signaux qui sont des singuliers. 1, 2, 3. Donc, j'ai vraiment confirmé que cet ensemble-là correspond à l'alcool benzylique. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Est-ce qu'il y a besoin que je fasse la formule semi-développée à l'écrit pour que vous puissiez mieux comprendre peut-être? Alors, attendez, je crois que j'ai une correction. Voilà. Regardez, l'alcool benzylique, je vous ai fait la correction ici. Donc, je vous ai expliqué toutes les bandes que l'on avait. Moi, je n'ai parlé que de la liaison OH, puisque celle-ci me permet déjà de bien voir qu'il s'agit de l'alcool benzylique. Pour le spectre RMN, je vous ai détaillé ici la molécule et je vous ai entouré en 3 fois les 3 groupes de protons équivalents en 3 ronds différents. D'accord? Donc, j'ai 3 singuliers. Et effectivement, je vous ai précisé que le A, c'était celui-ci, parce que rappelez-vous, la hauteur du pic est proportionnelle au nombre de protons du groupe. Et vous avez 5 protons dans le groupe, donc c'est le plus haut. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on vous demande, c'est juste pour aller plus loin. Alors, si je reviens maintenant pour l'anhydride éthanoïque. Allez, prenons-les dans l'ordre. L'anhydride éthanoïque. Alors, si vous regardez là, ce n'est pas une famille que l'on connaît. Donc, si je regarde, j'ai jamais parlé de nanhydride, donc c'est pas une famille connue. Donc, j'ai pas vraiment d'infos sur le spectre infrarouge. Donc, il va falloir que je me débrouille autrement et je vais regarder le spectre RMN. Combien de groupes de protons équivalents voyez-vous sur l'anhydride éthanoïque? 2 groupes. 1, il va falloir trancher du coup.
Alors Alix, toi, qu'en penses-tu? Allez, il me faut quelqu'un pour trancher. Est-ce qu'il y en a deux? Est-ce qu'il y en a un? Pour Alix, il y en a deux. Et pour Émilie, il y en a un. Super, on est toujours à 50-50. Ok, on est toujours à 50-50. Ça va être difficile. Je voudrais qu'une majorité s'exprime. Allez, là, ça y est, la majorité arrive. Parfait. Je n'ai qu'un groupe de protons équivalent. Et pourquoi je n'en ai qu'un? Alors que vous voyez bien qu'ici, j'ai un CH3 en bout de chaîne. Ici, j'ai un CH3. Oui, super Chloé, effectivement, la molécule, vous voyez bien, je peux tracer un axe de symétrie ici au centre. Ce CH3 est identique à celui-ci. Donc, à gauche et à droite, j'ai le même groupe. Donc, un seul groupe de protons équivalents. Parfait. Si j'ai un seul groupe de protons équivalents, je dois avoir un seul signal. Ce signal sera quoi? Un singulier, un doublé, un triplé? Qu'est-ce qui sera, d'après vous? Là, il faut que je regarde nombre de voisins. Donc, ce sera effectivement, Damien, un singulier parce que le carbone voisin qui est celui-ci a déjà 4 liaisons, il ne porte pas d'hydrogène. Donc, pas d'hydrogène voisin, donc c'est un singulier. Alors, si je regarde, ici, j'ai deux signaux. C'est pas bon. Celui-là, je l'ai déjà dit, c'est l'alcool benzylique. Je regarde ici, j'en ai 3. Ici, j'en ai comme. Voilà, ben j'ai fini. Donc, tout ceci correspond à l'anhydride éthanoïque. Je n'ai pas le choix. OK? Allez, je continue et je continue avec l'éthanoate de benzyle. Alors, dans le même travail, regardons d'abord le spectre infrarouge. C'est un ester. Donc, un ester, je regarde ici, j'ai le CO de l'ester. Je dois avoir une bande d'absorption à 1735 ou 1750 dans cet intervalle-là, centimètre moins 1, et cette bande est intense. Donc, allons voir si on a ceci. Pour l'ester, alors, sachant qu'il ne nous reste plus que celui-là à identifier. Donc, 1735, effectivement, on en aurait une. Là, on a 1700. Donc, ici, ça pourrait coller. Voyons voir l'autre. 1700, ah ben là, on est pas mal aussi. Elle est intense. Donc, on a le choix entre les deux spectres qui nous restent. Donc, on va essayer d'aller plus loin. Est-ce que vous avez une proposition ? Ok, on va aller voir donc la spectroscopie RMN. Donc, si je reviens ici, allez, trouvez-moi le nombre de groupes de protons équivalents. Donc, Franck et Damien se sont exprimés. Est-ce qu'il y en a d'autres qui pensent pareil? Ok, ça a l'air d'être ça. Donc, vous avez ici un CH3, donc un groupe tout seul. Ici, vous avez le CH2. Et ici, vous avez tous les protons du cycle, comme on a vu tout à l'heure. D'accord? Donc, on a 3 groupes de protons équivalents. Si je cherche nature du signal. Ici, j'ai combien de voisins? Celui de droite, le CH3. Effectivement, très bien. Pour aller plus vite, ce ne sont que les singuliers, puisqu'ici, je n'ai pas de voisins. Ici, je n'ai pas de voisins. Ici, je n'ai pas de voisins. Donc, 3 singuliers. Vous avez dit, j'hésitais entre celui-là, qui avait une bande d'absorption proche de 1700. Elle était un peu proche de 1700 peut-être pour être le bon, mais je n'ai que 2 signaux, donc ça ne marche pas. Je viens voir celui-là, je suis plus à 1735, 1750, donc cette bande d'absorption pour le spectre infrarouge convient mieux, et c'est validé par le fait que j'ai bien 3 singuliers sur le spectre RMN. Je finis avec le dernier, forcément c'est celui qui reste, l'acide éthanoïque, je vérifie quand même, c'est un COOH, donc j'ai à la fois le CO de l'acide carboxylique, donc la bande qui nous faisait hésiter tout à l'heure par rapport au CO de l'ester, donc je la retrouve ici, toujours à 1700, mais vous voyez qu'elle est un petit peu avant, donc elle correspond mieux. Et j'ai aussi le OH, attention, tiens, j'ai pas le OH d'un acide carboxylique, si, là, pardon, le OH 2500-3200, intense et large. Donc, c'est celui-là qui me reste. Je suis entre 2500 et 3200, donc c'est ferré, tout à fait. Il est plus décalé par rapport à celui-ci. J'ai bien ma bande à 1700, donc c'est parfait, c'est bien l'acide éthanoïque. Si maintenant je finis avec le spectre RMN de l'acide éthanoïque, combien de groupes de protons? 2 groupes. Vous avez effectivement le H ici et vous avez ici un CH3. Donc, vous avez groupe de protons équivalents. Combien de voisins chacun? Pas de voisins parfaits. Donc, à nouveau, 2 singuliers.
d'après la règle des n plus 1 uplet que je ne sais plus qui a rappelé tout à l'heure. Parfait. Donc je vérifie si c'est bon. J'ai bien effectivement 2 singuliers, un ici très grand, ici un plus petit. Tiens, identifiez-moi, à quel groupe il correspond. Petit et j'ai un très grand. Je vous remets la molécule. CH3COOH, c'est l'acide éthanoïque. Donc, est-ce que lui donne le petit singulier ou le grand singulier? Qu'en pensez-vous? Alors, je ne sais plus ce que j'ai posé comme question. Le petit, c'est OH. OH, c'est le petit. Donc, effectivement, le OH, c'est le petit parce que si vous regardez, c'est celui qui est le plus déblindé. Il a le déplacement le plus important. Et étant à côté d'un atome d'oxygène qui attire à lui les électrons de la liaison, eh bien, le champ est libre et il réagit de manière plus intense au champ magnétique dans lequel il est plongé. Par ailleurs, vous voyez qu'il ne contient qu'un hydrogène, alors qu'ici, on en a 3, donc le pic est plus grand. D'accord? Normalement, la hauteur du pic est proportionnelle au nombre de protons du groupe. Normalement, ici, donc on devrait avoir un pic 3 plus haut qu'ici. Ce n'est pas le cas, donc voilà. On va dire notre théorie, nos capacités à comprendre ici s'arrêtent là. On n'en sait pas beaucoup plus sur la spectroscopie infrarouge. Voilà, j'espère que les 37 personnes qui restent ont compris, ont pu entendre la fin. Donc, désolée pour les aléas du technique encore une fois, mais j'espère que ce TP vous a permis de comprendre plein de nouvelles choses et de revoir les petites notions qui pouvaient vous manquer. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Vous pouvez enfin aller manger vous aussi. On se retrouve demain. Je ferai un sujet de bac. Je ne voulais pas donner à préparer, ce qui me semblait un petit peu difficile. Pour ceux que ça